Papacito, bonjour. Merci de bien vouloir répondre à nos questions. Vous vous êtes imposé sur la toile ces dernières années grâce à vos vidéos coup de poing et vos punchlines envoyées tantôt à Quotidien, tantôt à Hugo Clément. Vos livres figurent en top des ventes à chaque sortie, dont le dernier Expédition Punitive, sorti en septembre dernier aux éditions Ring. On vous qualifie parfois de troll, parfois de militants d'extrême droite pour vos détracteurs, de blogueurs, d'artistes, de polémistes. Vous-même, comment est-ce que vous vous définiriez ? Écoutez, déjà, merci à Boulevard Voltaire de me proposer cette entrevue, c'est un plaisir. Pour répondre à votre question, en fait, moi, comment je me définis, je pense qu'on est en train de surévaluer des choses qui sont très simples. Moi, je suis un patriote français, catholique, royaliste. Ça correspond à 1500 ans de notre histoire, donc ça me paraît être naturel. C'est plutôt le reste qui est quelque chose de compliqué, de pas naturel à mes yeux. Donc oui, pour me définir, un patriote catholique, royaliste, et pas plus que ça, quoi, amoureux de la France tout simplement. Alors dans l'actualité, elle a été particulièrement marquée par l'attentat de Conflans dernièrement, le 16 octobre dernier. Vous qui avez été surveillant de lycée et en même temps vous êtes un enfant du Mirail à Toulouse, est-ce que vous l'avez senti venir cette situation ? Alors, cet attentat en soi, non, je ne l'ai pas senti venir, personne ne peut le prédire, si on pouvait faire ça, ça serait fabuleux. Par contre, je ne suis pas étonné. On sait qu'il y a des forces qui sont en train de pousser pour s'imposer, voilà, dans le paysage médiatique et puis même en tant que nouvelle civilisation. Ces poussées-là, on les voit de diverses manières, il n'y a pas que les attentats, c'est plusieurs ramifications. On sait que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans l'actualité. L'attentat est une variable avec laquelle les Français ont dû apprendre à vivre, qui est quelque chose d'absolument pas normal. Mais je savais que plus on avance dans le temps, plus on se rapproche d'un attentat. Et là, d'ailleurs, il vient d'en avoir un. Et je peux d'ores et déjà vous prédire qu'il y en aura d'autres. Alors ce sera une semaine, enfin ce sera 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais ça reviendra. Les réponses annoncées par le gouvernement, par le pouvoir en place aujourd'hui, vous pensez que du coup elles seront insuffisantes ? Bien sûr que oui, à partir du moment où il n'y a pas une vraie décision qui est prise par un État courageux, comme on peut le voir par exemple dans les Philippines, comme on peut le voir dans des pays où il y a encore de la souveraineté, en Russie. Non, c'est pas des mesures dans lesquelles je crois. Je pense que c'est pour apaiser un petit peu le peuple, pour essayer de faire passer la pilule, parce que là il y a un ras-le-bol quand même. On arrive au moment où il va y avoir un ras-le-bol. Donc on fait passer, oui, on explique qu'on va fermer telle officine, telle autre officine, mais c'est le fond du problème, c'est pas celui-là. Le fond du problème, c'est qu'il y a des gens qui veulent la destruction de l'Occident et qui se servent en fait de notre philosophie, du droit de l'homisme, des Lumières, de la liberté à tout prix, de notre faiblesse en somme en fait, qui se servent de notre faiblesse pour avancer leurs pions un à un, par l'associatif, par le culturel aussi, par le cultuel et le cultuel, par placer des gens petit à petit dans le tissu administratif français, dans les institutions. Et en fait, c'est une progression qui est plurilatérale. Les gens ont le focus sur les attentats parce que c'est ce qui est le plus visuel, c'est ce qui est le plus marquant. Mais il y a plein d'autres choses qui sont en œuvre et qui sont beaucoup plus sournoises et qui vont peut-être porter beaucoup plus leurs fruits en réalité. Parce que celles-là, elles n'ont pas encore été vues et donc elles n'ont pas encore été convenablement combattues. Alors vous, Papacito, si vos idées arrivent au pouvoir, comment est-ce que vous réglerez ce problème ? Ce problème en soi, moi, il passerait par des mesures drastiques de fermeture, de ciblage, fermeture des mosquées déjà d'une part salafistes, du ciblage et des collabos, parce que si vous voulez, un agent agissant ne peut pas beaucoup agir s'il n'a pas des collabos ou des gens qui restent silencieux face à ce qu'il fait. Vous comprenez ce que je veux dire ? En fait, en réalité, les musulmans qui veulent appliquer un terrorisme en France et qui veulent vraiment violenter la France sont peu. Il y a une masse de gens que ça ne dérange pas, qui s'en dédisent, mais la minorité agissante, elle est très réduite. Donc en fait, cibler ces gens-là, c'est très facile, mais il faut aller au-delà de ça. Il faut cibler ces gens-là, il faut les expulser du territoire quand ils s'inscrivent en contre de la civilisation française, mais il faut aussi cibler les gens qui leur donnent, qui les protègent, qui leur donnent de l'appui, qui les légitimisent en fait. Et là, on rentre dans une dimension qui est beaucoup plus grande, il y a beaucoup plus de gens à cibler. Donc moi, ça serait un gros nettoyage des institutions par le biais carcéral, par l'expulsion, et puis à côté un gros dispositif de rééducation, un changement drastique des subventions.
On arrête de subventionner l'anti-France, on subventionne l'inverse, on subventionne le pro-France, on fait des films à la gloire de la France, on réécrit les livres d'histoire qui servent à détester la France à l'éducation nationale, on les remplace par des livres d'histoire qui donnent envie d'aimer la France. Et puis, au lieu de remettre des lieux comme le centre Georges Pompidou à l'honneur, on essaie de mettre des lieux comme ça, qui, vous le conviendrez, sont beaucoup plus beaux et sont beaucoup plus agréables à voir. Voilà. Donc ça passerait par ces choses-là. Il y a beaucoup plus d'autres choses, mais bon, on pourrait commencer par là. Puis alors du coup, depuis ces attentats, on brandit à tout va la liberté d'expression, alors que la censure est quand même plus omniprésente que jamais. Vous êtes plutôt pour le droit au blasphème, comme on l'entend, ou pour le retour de l'Inquisition? Alors les deux, en fait, en réalité, parce que, si vous voulez, le droit au blasphème, d'accord, il se pose dans une société où le blasphème, c'est la normalité. Moi, j'aimerais qu'on arrive à créer une société où le blasphème est honteux, c'est-à-dire ça ne nous amène à rien. Par exemple, quand Frédéric Fromet, sur France Inter, fait une vidéo où il dit que Jésus devrait se faire enculer, par exemple, c'est une lâcheté énorme, puisque ce n'est pas des chrétiens qui décapitent les professeurs dans les rues. Donc il sait très bien à qui il s'attaque et il sait pourquoi il le fait. Non, moi je ne suis pas pour... si vous voulez, les interdits, de toute façon, amènent les gens à vouloir dépasser ces interdits-là. Non. Par contre, il faut arriver à refabriquer des sociétés suffisamment saines pour que le blasphème soit considéré comme ce qu'il est, c'est-à-dire une possibilité, mais qui correspond à une lâcheté, à un non-sens, si vous voulez. Voilà. Que les gens blasphèment, très honnêtement, tant pis pour eux, si vous voulez. Mais moi, je ne suis pas pour qu'on l'interdise. Voilà. Maintenant, si vous voulez, dans le cas où, effectivement, le blasphème nous est interdit par un ennemi, d'accord ? Il y a un ennemi qui décide que le Français, sur son sol, n'a pas le droit de blasphémer. Ben là, le Français, par marque d'insoumission, doit se remettre à blasphémer. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais en fait, le but dans tout ça, c'est de revenir à une société où le blasphème est quelque chose qui correspond à rien, qui est une lâcheté, qui est un truc complètement débile. Voilà. Alors du coup, l'Inquisition, peut-être Et l'Inquisition à côté, oui. L'Inquisition, pourquoi ? Mais pas pour traiter, parce que si vous voulez, il y a la légende noire de l'Inquisition, hein, ça a été prouvé, ça a été démystifié. Il y a des historiens, Jean Sévilla notamment, qui se sont attelés à démystifier ce qu'on appelait la légende noire de l'Inquisition. C'est-à-dire qu'on a prêté à l'Inquisition des massacres qu'elle n'a pas commis. Je parle par exemple dans la région de l'Occitanie, quand l'Occitanie a été annexée au Royaume de France, on a prêté des crimes qui avaient été faits par le domaine royal français aux croisés. Ce qui n'est pas la même chose, et à l'institution de l'Inquisition, d'accord ? C'est-à-dire, il y a une guerre de conquête d'une part, et après il y a une officine religieuse. Et les crimes de la guerre de conquête ont été imputés à l'officine religieuse, ce qui a été un mensonge, voilà, c'est un mensonge historique. Donc déjà, l'Inquisition est beaucoup moins une machine à torturer, à tuer que ce qu'on croit. Et je pense que quand on se penche réellement sur ce qu'a été l'Inquisition, elle a effectivement empêché des sociétés secrètes de se développer, des hérésies au sens... vous savez, hérésie, ça paraît vachement folklorique de dire un mot comme ça, l'hérésie. Mais l'hérésie, qu'est-ce que c'était stricto sensu ? Par exemple, la République est une hérésie. L'antiracisme à la touche pas à mon pote, qui est en fait un organe pro-raciste anti-blanc, est une hérésie. Le fait que quelqu'un comme Yann Barthès puisse cracher sur le pays qui le nourrit, qui le subventionne, est une hérésie. C'est ça les hérésies modernes en fait. Faut pas croire qu'on va aller dans les chaumières voir qui c'est qui a telle pratique sexuelle et qui c'est qui a telle autre pratique sexuelle. Vous comprenez ce que je veux dire ? On n'en est pas là. Moi, si on rétablit une inquisition, elle doit viser à traquer les néo-hérésies. Voilà. C'est ça le truc, les nouveaux réseaux de Satan en réalité. Alors qui pour la conduire ? Le pape François, par exemple ? Surtout pas. Moi, je suis personnellement sédévacantiste. Hein, c'est un secret pour personne. Je pense que le pape est un imposteur. Je pense que la vraie Église catholique n'est pas représentée par ce pape-là. Non, pas derrière un pape comme ça. Il faudra trouver des personnes qui sont encore dans la droite ligne de ce qu'a été le catholicisme avant Vatican II. Sur les dernières sorties du pape François, justement, très rapidement, mais vous pensez que du coup l'Église est devenue un des acteurs de cette décomposition en France ? Disons qu'elle a un rôle qui est très néfaste parce qu'au moment où il faudrait opposer un christianisme et un catholicisme sain à une dégénérescence républicaine,
On a un catholicisme qui est en panne, un catholicisme, alors en tout cas le catholicisme tel que représenté par le pape François, qui n'est pas le vrai catholicisme, mais bon, il faut comprendre que quand je désigne le catholicisme, c'est la manière dont il est entendu et perçu par les gens qui ne le sont pas, justement. Voilà. Donc ça serait le moment d'offrir aux Français une alternative crédible, qui soit en phase avec la France de toujours et qui soit un catholicisme puissant, un catholicisme français, un catholicisme traditionnel. Et en fait, au moment où le catholicisme pourrait le plus bénéficier de la déliquescence de la République, eh ben c'est le moment où il est le plus mondialisé, c'est le moment où il est le plus putréfié et c'est le moment où il est le plus pourri de l'intérieur. Il y a des agents à l'intérieur de l'Église catholique qui sont en train d'en faire, pratiquement une ONG mondialiste, quoi, voilà. Donc c'est terrible de faire ce constat-là. Après, il ne faut pas que les catholiques se voilent la face. Notre Église est en très très mauvaise santé. Et d'ailleurs, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Moi, je sais que je vais vexer beaucoup de gens en le disant, mais quand je vois la puissance qui est en train de récupérer l'orthodoxie qui jouit d'une image qui est fabuleuse. L'orthodoxie, pour les gens, c'est les Arméniens qui luttent pour leur nation, c'est Vladimir Poutine. L'orthodoxie, c'est la nation au service de Dieu et Dieu au service de la nation. Et le catholicisme, ce n'est pas ça pour le moment, pour la majorité des gens. Et il faut que ça le redevienne. Nous, les Français, il y a une tradition orthodoxe en France qui est minoritaire. Notre grosse tradition à nous, c'est le catholicisme. Il faut revenir à ce catholicisme-là, quoi. Un catholicisme qui n'est pas un catholicisme ni d'extrême gauche, ni d'extrême droite, bête et méchant, quoi. Qui est le catholicisme, celui qui a fait la France, celui qui a porté Saint-Louis, celui qui a converti le barbare franc en roi de France. Voilà, ce catholicisme-là, quoi. Le catholicisme bâtisseur, le catholicisme de la cathédrale de Soissons et de Saint-Cernin à Toulouse. On va venir sur votre livre, du coup, Expédition punitive. Est-ce que c'est plus un Charlie Hebdo de droite ou un pamphlet médiéval des temps modernes? C'est les deux, parce que moi, le fait médiéval, c'est quelque chose que je veux remettre à l'honneur. Sur les cendres de la République et sur le culte du loser, du lâche qu'a instauré Canal+, je veux rebâtir le mythe du héros, l'épopée. Voilà, l'épopée au sens geste médiéval du terme, c'est-à-dire l'épopée dans ce cas-là de plus noble qui va traverser les arts, qui va traverser les âmes, qui va traverser les siècles. La chanson de Roland, c'est quelque chose qui aujourd'hui est complètement oublié, elle a bercé le Moyen-Âge. Les gens étaient portés par l'épopée de Roland, les gens étaient inspirés au quotidien par ça, c'était pratiquement une philosophie de vie. C'est pour ça qu'on parle de chanson de Roland, c'est pratiquement une mélodie de fond pour la philosophie médiévale et pour l'habitus et le fait social médiéval. Donc je veux réinstiguer ce médiéval-là dans ce qu'il a de profane et de sacré. Moi, vous savez que j'aime faire cohabiter le profane et le sacré. C'est de là que le sacré est le plus sacré, et c'est là où le profane prend toute sa saveur. Si on baigne dans le profane toute l'année, on devient des abrutis. Si on baigne dans le sacré, on ne se rappelle plus la beauté du sacré. Donc il faut faire cohabiter les deux, et pour moi, la période médiévale est ce qui le réussit le mieux. Donc il y a ça, et puis je suis quand même un enfant de la modernité. Je suis un enfant, même si je ne le veux pas, du gauchisme des années 80, 70 et 90, et donc du coup j'ai récupéré cette culture-là. Donc effectivement oui, le harakiri de droite, le Charlie Hebdo de droite, bien sûr, je le revendique aussi, bien sûr. L'esprit Charlie, il pourrait très bien se concrétiser aussi dans le pamphlet de droite, le pamphlet même au-delà de ça, le pamphlet patriote, quoi, sans parler de droite ni de gauche. Donc j'essaie de concilier ces deux-là, bien sûr, puis je suis tributaire des deux. Il y a l'histoire de France et il y a mon histoire personnelle, la culture qui m'a entouré quand je me suis formé étant enfant et adolescent. Mais justement, vous vous sentez Charlie aussi quand vous voyez les mouvements En fait, le problème, c'est que se sentir Charlie, il faut voir ce qu'on met dedans, quoi. Parce que les gens il y a une injonction à se sentir Charlie, oui, mais est-ce que les gens qui se sentent Charlie se sentent après un tel quand on a bâillonné telle personne? Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est pas réciproque. Il faut se sentir Charlie quand la gauche est attaquée. La gauche n'est pas Charlie quand la droite est attaquée. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc je me sens pas plus Charlie qu'autre chose. Si derrière Charlie, on parle de véritable liberté de parole, de véritable liberté d'opinion, je suis Charlie. Si je suis Charlie, c'est juste défendre des petits privilèges de la gauche, d'avoir le droit de blasphémer, mais après, quand il s'agit des idées de droite, là, tout d'un coup, on fait l'impasse. Non, je ne suis pas Charlie. Voilà. Moi, je suis beaucoup plus que Charlie, je suis beaucoup plus que pas Charlie. Je suis français, et la France, c'est la liberté, et la liberté de parole, la liberté de ton, et ça, oui, je suis pour. Voilà.
Alors un des moments forts dans votre livre, il arrive assez tôt d'ailleurs, il arrive dès le troisième chapitre, c'est lorsque vous appelez à la mise en place de camps de rééducation. D'ailleurs on s'y croirait hein, quand on le lit. À qui s'adressera-t-il et quel sera ce programme dans ces camps? Ben, je crois qu'il est assez bien détaillé dans le livre, je ne vais pas revenir dessus. C'est de refaire. En fait, pourquoi est-ce que j'ai créé cette idée-là? Parce qu'elle n'est que le reflet de violence de ce qu'a subi le peuple français, d'accord, depuis 150 ans de République. Parce qu'on lui a fait des violences qui sont bien plus grandes que ce que je décris dans le camp. Après, j'y vais, je condense parce que je veux faire de la provocation. Mais si je compile tout ce que le peuple français a subi de violence depuis la Révolution française, ben déjà, il y a la Révolution en soi, qui décapite son sacré, qui détruit son patrimoine, qui met à néant une civilisation de 1500 ans. Bon, pas complètement, parce qu'il y a des forces qui ont résisté, qui le projettent dans le massacre, dans la boucherie qui n'a aucun sens de 14-18, d'accord? Puisqu'il faut bien comprendre que le peuple allemand n'est que le cousin du peuple français. Historiquement, tout nous lie à ce peuple-là, et c'est le latin qui vous le dit, hein, c'est le Toulousain d'origine espagnole, latin profondément de la France romane, qui vous dit que la France est cousine avec la Germanie. C'est un non-sens, et si vous voulez, la République a humilié le paysan. Elle l'a laissé se faire égorger par la racaille, elle a laissé les Français se faire bousiller et se faire défoncer dans le silence par les pires hordes de sauvages que le monde a bien voulu déverser dans la néo-poubelle France. Donc je pense que ce camp est une juste proposition d'un petit retour de cette violence-là dans la gueule de son commanditaire, quoi. Voilà. Donc certes, ça peut paraître choquant parce que c'est condensé, mais c'est très très peu par rapport à ce que la République et l'anti-France a fait subir à la France depuis 150 ans. Alors qui seront les premiers à y aller? Tout le dispositif gauchiste qui dit aux Français oulala, si tu refuses de te faire éclater par la racaille, t'es un sombre raciste, hein, au motif que te rebeller contre des gens qui seraient ethniquement pas français. C'est pas la question de l'ethnie, c'est la question que s'il y a un enculé qui te marche sur les pompes, il faut l'éclater, quelle que soit son obédience religieuse et quelle que soit ses origines. Même si bon, il faut dire qu'il y a un certain type d'immigration qui revient quand même souvent dans le tableau de l'agresseur. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a la racaille d'une part, il y a ceux qui l'ont laissé faire. Moi, j'oublie jamais l'entourage de Judas. Voilà, j'oublie jamais, pardon, il y a Ponce Pilate, les Romains qui font crucifier. J'oublie pas les juges, j'oublie pas les délateurs, j'oublie pas ceux qui en profitent silencieusement. Voilà, il y a un très grand nombre de gens qui profitent silencieusement de tout ça, qui prospèrent là-dessus, qui proposent aux Français de se faire massacrer bien gentiment. Cela, faudra pas les oublier. Donc le gauchiste, son bras armé qui est la racaille. Et puis tous les publicitaires de cette idéologie-là, tous les gens qui ont pensé Canal+, qui ont pensé quotidien, qui constituent les équipes, les sous-mains, d'accord, de tout ce petit monde-là. Donc ça fait un paquet de monde, Mais il faut dire que l'anti-France nous a fait beaucoup de mal. Combien on a perdu de Français là depuis le début de cet été avec toutes les agressions, Philippe Monguillot, la petite Victorine, et j'en oublie. Donc voilà, ça peut paraître sévère, mais ce sera bien peu par rapport à tout ce qu'ils nous ont fait, et tout ce qu'ils ont laissé faire surtout. Dans un autre chapitre, du coup, vous parlez de la notion de survivre et enfin, vous mettez en opposition du coup à la fois la notion de vivre et de survivre. Quelle différence faites-vous entre les deux? En fait, vivre, c'est une réalité chimique, physique, d'accord? C'est une réalité organique. C'est-à-dire que les mouches qui nous emmerdent depuis tout à l'heure, là, qui tournent et qui se posent sur mon crâne, qui se posent sur mes mains, une mouche, elle vit. D'accord? Elle survit. Elle a des prédateurs partout, elle va vivre quoi? Je crois que c'est 24 heures la vie d'une mouche. Bon, elle va rien créer. Il n'y a pas de chance que la mouche, elle puisse bâtir ce qu'il y a derrière moi. Il n'y a pas de chance que la mouche, elle invente la poésie. Il n'y a pas de chance que la mouche, elle se mette à écrire un opéra, qu'elle se mette à bâtir la chapelle Sixtine, qu'elle nous ouvre une nouvelle galerie des glaces à Versailles, on est d'accord? Bon, ça c'est un organisme qui vit, qui survit. Ok? Nous sommes des organismes qui sont destinés à vivre, pas à survivre. Survivre, c'est le début de l'humanité. C'est échapper aux prédateurs, manger, chier, dormir, survivre. Vivre, c'est quand on commence à mettre de la civilisation dans le survivre. C'est ça, en fait, qui fait le vivre. C'est la civilisation. Je vis parce que je pense et je m'élève via des choses nobles qui sont la spiritualité, qui sont l'art, qui sont l'ingestion
à dose profuse de poésie, d'art, d'exaltation saine. Vivre, c'est bâtir. Voilà. Les gens qui ont fait ça, ils ont vécu. Les gens qui ont habité là-dedans et qui ont fait la guerre pour le Royaume de France ou pour l'Occitanie, peu importe, ils ont vécu. Et en fait, le paradoxe, c'est que vivre, en fait, fait qu'on s'attache encore plus à la vie et que donc, du coup, on doit développer encore plus de sacrifices pour préserver cet attachement à la vie. Et c'est là où on rentre dans un paradoxe qui est morbide, qui est un paradoxe qui est absolu. C'est que pour l'amour de vivre, il faut savoir mourir. Un survivant sera prêt à toutes les compromissions pour survivre. Les récits de survie sont souvent émaillés de choses viles. C'est-à-dire on va manger les camarades qui sont morts pour survivre. Voilà, l'anthropophagie, il va y avoir la délation, il va y avoir la collaboration pour survivre. La vie, c'est autre chose. La vie, c'est un idéal dans lequel on se projette tellement fort, si vous voulez, qu'on arrive à faire naître cette idée complètement inverse, complètement contraire à la destinée de l'homme, qui est que, oui, il va falloir savoir mourir. Mourir bien pour avoir vécu fort. Voilà. Donc, quand on parle de 14-18, quand on parle des épopées napoléoniennes, quand on parle des croisades, quand on parle de tous ces illustres français, ce n'étaient pas des survivants. Les survivants, ils auraient gratté la terre pour chercher des vers à bouffer. Les vivants, eux, ils sont capables de prendre Jérusalem. Eux, ils sont capables de faire une charge suicidaire sabre au clair sur la plaine russe. Voilà. Ces gens-là, c'était des gens qui étaient amoureux de la vie. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils ont produit dans les lettres. Hein. Vous lisez les lettres de hussards, les lettres de grenadiers. C'est des gens qui sont amoureux de la vie et qui pourtant vivent au milieu de la mort. C'est ça la grande leçon que doit comprendre le Français dans ce 21e siècle. Il a oublié que vivre dépend de notre capacité à mourir pour se vivre. Voilà. Donc, ce n'est pas un appel à l'attentat suicide que je suis en train de lancer. C'est pas ça. Nous, c'est différent. Nous, c'est différent. Le vivre doit se célébrer tant qu'on peut. Mais au moment où ce vivre devient un survivre, il faut se battre pour qu'il redevienne un vivre. Voilà. Donc, ça passe par accepter la dimension de la possibilité de la mort, de la possibilité de se mettre en danger, de recevoir des menaces. Moi, dans ce que je fais, je reçois des menaces tous les jours. Je reçois énormément de gratification, mais tous les jours, je me connecte aux réseaux sociaux et il y a des mecs qui me promettent une décapitation, qui me promettent des humiliations, qui me promettent une destruction de mes proches, qui me promettent des choses extrêmement viles et inquiétantes. Mais si je me couche, c'est fini, je deviens survivant. Donc moi, je suis un vivant, donc je tiens bon et j'exhorte ma nation, mes camarades, mon peuple, à refuser de survivre et à vivre, et donc à refuser la soumission qu'on nous impose, à se lever, à se redresser. Quelles que soient les menaces, quels que soient les risques, il faut continuer. Justement, est-ce que c'est pas aussi un reflet de cette divergence entre les Français face au coronavirus, par exemple? En fait, oui, il y a un côté où la peur de la maladie nous fait aller dans des espèces... c'est-à-dire qu'en fait, c'est le suicide à petit feu plutôt que le risque, même infime, de mourir frappé par une pandémie qui apparemment est quand même très très ciblée sur certains profils qui sont très affaiblis, donc qui concernent très peu de monde. Voilà. Ça prouve que notre attachement à la vie, il va au-delà de la raison, il va au-delà de la convenance, il va au-delà même de la politesse en réalité. Voilà. Il va au-delà du digne, c'est-à-dire que, c'est encore une fois, c'est pareil, c'est ce que vous dites, c'est ce que je vous disais, vous avez raison de pointer là, de faire le parallèle. Pour survivre, on est prêt à toutes les médiocrités. Et là, on se suicide par la médiocrité plutôt que faire une dernière charge héroïque. Et tant pis, quoi. Si la France doit aller dans le mur, autant qu'on y aille redresser et qu'on affronte, si crise il doit y avoir, qu'on l'affronte dignement, quoi. Pas caché derrière des masques alors que 90% de la population ne risque rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Ça ne veut pas dire que les 10% qui restent, il ne faut pas les protéger. Moi, je maintiens que des mesures adéquates pour nos anciens auraient été très bienvenues. Voilà. Mais il faut laisser le reste du corps français continuer à vivre. Et alors, également, dans votre livre, vous parlez de deux figures, de manière un peu... Enfin, de deux figures que vous estimez être la dernière expression d'une Europe libre et décomplexée. Alors c'est assez inattendu puisqu'il s'agit de Stallone et de Schwarzenegger. Quel sera le monde après eux, justement? Ce sera les décombres. Ce sera ce que Dantec appelait, vous savez que je suis très attaché à Dantec, je le cite souvent, mais c'est ce que Dantec a appelé les décombres. C'est-à-dire que ces gens-là sont les dernières clés de voûte d'une civilisation occidentale qui arrivait encore à s'exprimer sous sa forme décomplexée,
originelle, sans compte à rendre, mais sans avoir basculé non plus dans une espèce d'idéologie néfaste, nauséabonde, de suprématie. Ils étaient fiers de ce qu'ils étaient, sans en tirer comment ça s'appelle, de fierté mal placée. C'est-à-dire que si vous voulez, moi, le fait d'être européen ne me fait pas sentir supérieur à d'autres populations sur Terre. Par contre, qu'on ne m'enlève pas la fierté d'être européen et de porter cet héritage-là et de le jeter à la face du monde pour lui dire regardez ce qu'on a bâti. Voilà. Et en plus, dans ces deux exemples-là, pourquoi c'est pas anodin? Qu'est-ce que c'est la France? C'est la jonction de la latinité et de la germanité sur un sol celta. Qu'est-ce que c'est que l'Amérique? Bien sûr, il y a les Amérindiens, d'accord, mais qui a fabriqué l'Amérique, c'est les Anglo-Saxons. Donc, quelque part, c'est une extension du monde celte, hein, d'accord. Les Irlandais, les Écossais, les Anglais, les Wasps, ce qu'on appelle les Wasps, qui ont bâti l'État américain, ça reste des Celtes, d'accord. Et qui vient faire de cette terre, les États-Unis, une terre féconde? C'est, je parle artistiquement, hein, dans la période qui m'intéresse à moi, c'est l'énergie du latin, créatrice. Ce que Julien Rochdy appelait la tension créatrice du sud de l'Europe, qui est matérialisée pour moi par Stallone, et puis son miroir germain, inflexible, puissant, qui devient gouverneur, qui va régir, voilà, qui va venir régir cet État-là, et c'est le germain, quoi, c'est Schwarzenegger. Donc en fait, ce n'est qu'une projection de notre petite France dans sa version, finalement, je ne parle pas de la culture américaine, là elle est très discutable, hein, bien qu'il y a beaucoup d'aspects d'elle que j'aime bien, mais il y a beaucoup d'autres aussi que je n'aime pas. Mais ce que je veux dire, c'est que la France, quelque part, ou même je vais réduire au Texas, le Texas c'est une supra-Amérique, hein. Le Texas, l'Amérique, c'est une supra-France. C'est ce qu'aurait pu devenir la France si elle ne s'était pas reniée. Je parle en termes de puissance, hein, je ne parle pas en termes de culture, d'accord? La culture française, c'est autre chose que la culture américaine. Mais voilà, on a un peu cette chose-là, on a ce latin qui vient se marier avec ce germain sur une terre celte, et ça donne quelque chose si on ne le renie pas, ça donne quelque chose de surpuissant. Et ces deux mecs-là ont apporté avec leur touche chacun, ben déjà c'était des virilités occidentales, qui n'étaient pas des virilités atrophiées, qui n'avaient pas besoin de se sentir ni inférieur à l'étranger, ni supérieur. Voilà, dans les films de Stallone, Schwarzenegger, le noir n'est pas relevé au rang d'esclave et d'être inférieur, il n'est pas non plus au-dessus d'eux. C'est un être humain comme eux, et c'est le mérite et c'est la puissance qui fait l'homme, quoi, qui fait la beauté de l'homme. Donc et son mérite, hein, voilà. Donc il y a un petit peu là-dedans derrière l'Empire romain, quoi. Il y a le côté c'est le mérite qui fait le romain, et ça j'aime beaucoup. Alors est-ce que la France peut toujours éviter ce chemin vers les décombres? Ce qui a été fait. Parce qu'en fait, la destruction de la France, c'est un artisanat démoniaque de 150 ans. Elle a pris un virage, une accélération très très dure à partir de 1980. Il y a eu mai 68 et puis on est pratiquement projeté de suite dans le mitterrandisme. Et là, le mitterrandisme, c'est le parachèvement de la destruction française. Donc en réalité, le dur de la destruction française, il n'a que 40 ans. Quand on voit les dégâts qui ont été faits en 40 ans, peut-être que ces dégâts peuvent être rattrapés en 40 ans en réalité. La France a connu des adversités bien plus grandes. Il y a un moment où la meilleure armée du monde, qu'on le veuille ou pas, c'était l'armée allemande. Je veux dire, si chaque pays individuellement avait dû affronter l'armée allemande, tout le monde aurait pris une branlée. Donc, l'armée allemande, qui était la plus grande armée du monde, a patrouillé dans Paris. Elle est passée sous notre arc de triomphe. À ce moment-là, bien des esprits auraient pu se dire c'est fini la civilisation française et sous la botte allemande, c'est terminé. Le Français qui assiste à la marche des Allemands sur Paris en 1943-44, il se dit c'est fini, quoi. Et en même temps, qu'est-ce qu'on voit? Que cette France-là, elle a survécu, elle s'est remise. Donc elle pourra se remettre de ces 40 ans-là. Mais ça urge, parce que maintenant il y a la pression démographique. Il y a beaucoup de choses qui se rajoutent à ça. Quand une armée de conquérants, elle a un uniforme et qu'on peut la bouter, c'est une chose. Mais quand ces ramifications commencent à se mêler au peuple et qu'en fait, elle est partout, sous sa version la plus gentille jusqu'à sa version la plus méchante, c'est là où ça devient compliqué. Donc ça urge. Donc oui, on peut rattraper, on peut refaire la civilisation française. Mais ça passera par une aussi grande violence qui nous a été faite depuis les années 80. Ça passera par d'aussi grands dispositifs. Ça passera par une aussi grande purge que celle qui a eu lieu depuis les années 80. Voilà. Et avec qui Les acteurs. Ouais, les acteurs sont divers. Vous avez énormément de talents patriotes. Il y en a énormément, je suis entouré de gens talentueux, il y a énormément de médias avec des gens extrêmement intelligents et extrêmement éclairés sur la. Donc ces gens-là vont être des vaisseaux amiraux de la pensée pour
Pour en citer quelques-uns, je pense par exemple, bon alors pour les plus gauchisants, il y aura Michel Onfray. Pour les plus droitards, vous aurez quelqu'un comme, je sais pas, comme par exemple, comment il s'appelle, Julien Rochdy, qui a une vision qui est moi que j'aime beaucoup, qui est très nietzschéenne. Enfin, c'est pas ma vision à moi, mais c'est quelqu'un qui a énormément de talent et qui est un nietzschéen. Je sais qu'il y a une grande part de patriotes français qui sont attachés à la vision nietzschéenne. Quelqu'un comme Julien Rochdy. Vous avez aussi des gens comme Éric Zemmour. Voilà, c'est les profils. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Le napoléonien, le royaliste. Hein, il y en a pour tout le monde. Ces gens-là sont extrêmement talentueux et ils peuvent nous mener à une renaissance de la France. En tout cas, ça c'est une victoire, il y a une renaissance intellectuelle de la France. C'est-à-dire que la gauche, elle est au flanc, elle est aux fraises complets. Aujourd'hui, sur Internet, elle n'existe pratiquement pas. Sans ces subventions, elle n'existe pratiquement plus. Et vous avez un débat à droite qui est extrêmement intéressant, hein, qui est brillant. Voilà. Donc il y a déjà une renaissance intellectuelle française. Maintenant, il faut qu'elle émerge, il faut qu'elle s'impose, il faut qu'elle devienne la norme. Voyez. Donc il y a ça. Vous avez des gens dans notre armée, dans notre police, qui sont profondément attachés à la France. Vous avez un très grand nombre de paysans qui ont un pouvoir énorme. On oublie un truc énorme. Hein. Vous voyez le champ qui est à côté là. Il y a un paysan qui le laboure. Quand il passe avec son tracteur, il voit une ruine du 15e siècle ou du 16e. Ben, je peux vous dire que dans son corps et dans sa chimie intérieure, ça doit faire quelque chose qui fait qu'il ne va pas aller voter socialiste. Il ne va pas aller voter Mélenchon. Quand on travaille la terre et qu'on a ce genre d'artefacts du passé, quand on se lève à 5h du matin pour aller labourer un champ à moins 5 degrés, je peux vous garantir que ce mec-là, il a un pouvoir énorme sur la capitale. Quand il va fermer les vannes du gluten, là, du blé sans gluten et du boulgour pour nos amis de la capitale, ça va leur faire bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en réalité, le peuple français a un pouvoir. Mais il faut que les jonctions se fassent. Il faut aussi assumer ce qu'on dit. Il faut que de plus en plus de gens au sein de leur famille et au sein de leur travail assument leur position. Parce que nous sommes la majorité, mais nous sommes la majorité silencieuse. Et notre destin ne doit pas nous passer sous le nez parce que nous sommes prudes. Voilà, donc il y a tous ces gens-là qui sont prêts à reprendre le pouvoir. Et ça fait beaucoup. Donc je suis persuadé qu'on va avoir une période très dure. L'Occident renaîtra. J'en ai l'intime conviction. L'Occident, c'est la patrie de l'aérospatial. Hein. C'est l'Occident qui envoie les gens sur la Lune. Hein. Voilà. Donc la patrie des gens qui envoient d'autres gens sur la Lune ne peut pas mourir. Voilà. Sauf si elle le désire et qu'elle se suicide d'un élan unique et conjoint. Mais ce n'est pas ce qui est en train de se passer. On voit bien qu'il y a une partie de l'Occident qui résiste. Hein. Les choses se font petit à petit. On est tout jeune. Hein. Qu'est-ce que c'est depuis l'existence de YouTube qu'on a commencé doucement à émerger. C'est très très jeune et regardez tout ce qu'on a accompli déjà. On s'impose dans le débat national. Donc la victoire est proche, il faut serrer les coudes, il faut serrer les rangs, il faut continuer. Et il ne faut pas avoir peur d'affirmer ce qu'on est. Une victoire par exemple en 2022, vous croyez encore aux élections? Alors je ne sais pas, je pense que les Français n'ont pas encore été assez violentés par le progrès. Peut-être qu'il faudra encore 5 ans de violence supplémentaire, 5 ans de racailles, 5 ans d'impôts. Peut-être qu'il faudra 5 ans d'attentats. Peut-être qu'il faudra 5 ans de professeurs décapités dans la rue de villages qui s'appelle Conflans-Sainte-Honorine. Ça, je l'ai dit sur un autre média, mais quand j'entends ce nom, Conflans-Sainte-Honorine, capitale des bateliers, je suis transporté vers des images et vers des choses qui sont magnifiques. Et elles sont abattardies, elles sont avilies par ce qu'il y a de pire, quoi. C'est-à-dire le néo-djihad de l'an 2020, c'est dégueulasse. Quoi, voilà. Donc en fait, peut-être qu'il leur faut encore 5 ans de chiasse pour avoir envie de renouer avec la France, peut-être. Mais je pense que si en 2022 ça ne passe pas, ça passera en 2027. Et par contre, si en 2027, les gens continuent à ne pas vouloir faire réémerger une France de toute urgence, là je pense qu'effectivement il y aura un truc, le suicide sera consommé, quoi. Vous avez déjà choisi qui vous soutiendrez en 2022? Oui, je l'ai affirmé sur un autre média, il n'y a pas de problème, je n'ai pas de complexe à le dire. Moi je soutiendrai le Front National, parce que jusqu'à maintenant, déjà on ne l'a pas essayé, parce qu'il y a du désespoir. Hein. Je crois qu'on a vraiment fait le tour du panel français du point de vue du parti, et parce que c'est le parti qui insulte le moins le christianisme, qui défend le plus le paysan, le pays réel. Voilà, donc moi j'ai pas de complexe à le dire. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit voilà, il faut pas affirmer, il faut pas. Non, mais là j'en suis plus là, moi, si vous voulez. Quand les têtes roulent sur le sol, il faut plus avoir peur qu'on vous dise ah mais t'es un facho, tu votes ci, tu votes ça. Non, les fachos c'est les gens qui décapitent les autres. Moi je suis un Français, je suis sûr
la terre de mes ancêtres français et occidentaux, et je réclame le droit de vivre en français en France. Voilà. Et que personne ne m'accuse d'être je sais pas quoi quand je vais au bout de cette pensée-là. Voilà. Et ça passe y compris par le vote. Donc oui, mon vote ira au parti du Rassemblement national, bien sûr. Alors pour revenir un tout petit peu encore sur le livre, vous mettez souvent en avant des portraits, alors soit positifs, soit négatifs, sur des personnages de la vie de tous les jours. Est-ce que c'est aussi votre manière de mettre en avant un certain art de vivre que vous essayez de défendre à travers même vos vidéos, etc. Tout à fait, parce qu'en fait, il ne faut pas s'enfermer dans oh, regardez, un tel est un enculé, oh, regardez, un tel est un gauchiste. Il faut proposer des modèles alternatifs. Si vous ne faites que critiquer, d'accord, c'est ce qui est en train d'arriver à la gauche, en fait. Elle n'a plus rien à proposer parce qu'elle est arrivée au bout de toutes les misères qu'elle peut faire subir au monde. Donc là, si, il y a l'indigénisme, voilà. Mollement, elle essaie de nous proposer l'indigénisme. Bon. Ce qu'elle commence à comprendre, c'est que les indigènes, quand ils seront au pouvoir, ils vont éradiquer tous les blancs de gauche, parce que pour les indigènes, ça reste des blancs de gauche. Mais pour l'instant, c'est leur idiot utile, donc ils vont les amener au pouvoir. Donc en fait, il ne faut pas avoir rien à proposer, sinon on se retrouve dans l'état de la gauche. Quand on a tout pourri, on n'a plus rien à proposer. Non. Moi, j'essaie de montrer ce qui est détestable, et j'essaie de lui opposer systématiquement un modèle viable, un modèle beau, un modèle qui donne envie aux jeunes Français en 2020 d'être Français. Je suis désolé, si les gosses, quand ils ouvraient leur livre d'histoire, au lieu de voir des collabos et des mecs qui font des saloperies aux quatre coins du monde pour le projet colonial de gauche, d'accord, ils voyaient des choses exaltantes, du Bohémond de Tarente, du Godefroy de Bouillon, du Capitaine de Saint-Gilles, du comte de Toulouse, bon, Pierre II d'Aragon, il était aragonais, mais à ce moment-là, c'était un royaume qui était connecté à la France. Mais je veux dire, si on leur propose des modèles comme ça, si on lui donne du hussard, du grognard, si on lui donne du Murat, si on lui donne du Vercingétorix, je pense qu'il va être content d'être français. Il va trouver que ça claque d'être français, putain. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on lui propose ? On lui propose d'être une merde, on lui propose d'être on lui propose d'être le blanc un peu honteux qui attend d'être rééduqué à la virilité par un espèce de modèle qui viendrait voilà, du Maghreb, d'Afrique noire, qui soit un Afro-Américain, qui soit en fait lui qui ait le droit d'être viril. Voilà. Ben non, vous avez le droit d'être blanc et viril. Vous n'avez pas besoin de détester le noir ou l'arabe ou le maghrébin pour ça. Vous pouvez être bien dans votre monde et aimer les autres cultures, mais aimer la vôtre. Voilà. Et pour l'aimer, il faut vous intéresser aux modèles qui font qu'on est heureux de l'aimer, quoi. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que je propose oui, ces figures-là en opposition à ce que la gauche n'arrête pas de nous montrer toute la journée, c'est-à-dire des Français honteux. Oui, par rapport à cette gauche qui veut donner un nouveau pli à la destinée de la France, vous imaginez, vous, dans votre livre, comment sera restaurée la cathédrale Notre-Dame de Paris? Alors, d'ici une vingtaine d'années, si j'ai bien calculé par rapport au nombre de mandats d'Anne Hidalgo. Est-ce que vous pouvez nous la décrire? Comment est-ce qu'elle sera Alors, il y a plusieurs dystopies. Il y a des utopies, il y a des dystopies. Il y a une dystopie où j'explique que la cathédrale Notre-Dame va devenir une espèce de studio télé dans lequel Yann Barthès fera des émissions avec Ruquier. Voilà, ça c'est la partie dystopique qui serait couronnée d'une espèce de plug vert. Enfin voilà, ça serait aller au bout du progrès. Il y a cette dystopie-là. Et puis il y a l'autre possibilité, c'est de faire un Notre-Dame multiplié par 325, je crois, au 325e. Donc une Notre-Dame qui fasse 20 km de largeur, 150 de longueur, je ne me rappelle plus des dimensions. Mais oui, c'est en fait montrer que certes, le progrès nous fait miroiter une France qui est dégueulasse et qui nous donne envie de baisser les bras. Ben moi, je propose une alternative où les cathédrales, tout d'un coup, elles nous bouchent la vue parce que la flèche est pratiquement à une altitude où les avions pourraient la frôler, quoi, voilà. Donc oui, en fait symboliquement, ça représente les deux possibilités qu'il y a pour la France. Voilà. Soit aller au bout du progrès et devenir un truc sans queue ni tête, invivable, soit s'affirmer, renouer avec sa destinée historique et redevenir la machine de guerre qu'a toujours été la France. De toute façon, je vais utiliser une image qui est, si vous voulez, un pitbull. Il est sélectionné sur des milliers de lignées pour devenir une machine à tuer. Hein, d'accord, il a 800 kg de pression dans la mâchoire. Il a été démoulé dans ce monde par sa mère pour devenir une machine de guerre. D'accord, vous pouvez le foutre chez Paris Hilton, lui donner des croquettes végétariennes, en faire une merde, lui mettre des petits vêtements roses pour en faire un espèce de gadget pour bourgeoise. Si vous lui mettez une gifle et qu'il le prend mal, il vous mordra le bras, il vous le coupera en deux comme n'importe quel autre pit sauvage. C'est-à-dire qu'il a ça en lui. C'est juste qu'il faudra la stimulation pour faire ressortir tout ça. Le français est un pitbull.
Le Français, il a traîné ses 2 énormes burnes aux 4 coins du monde. Il a imposé son style partout. La fleur de lys, elle a flotté à peu près sur tous les coins du monde. Donc, il a ça en lui. Okay, on en a fait un petit chiot de Paris Hilton, mais au fond de lui, il y a le pit qui est là qui est prêt à mordre. Et moi, je suis en train de mettre des coups de tison dans ce pitbull là. Je suis en train un peu de lui taquiner les costilles pour qu'il se remette à mordre. Voilà. Et je sais qu'un jour, il va se remettre à mordre. Et quand il va attraper le bras du progrès, je peux vous garantir qu'il va le secouer. Et la dernière question. Pour vous, personnellement, après l'expédition punitive, du coup, quelle est la prochaine étape? En fait, l'expédition punitive, c'est le moment où en fait on purge, quoi, où on reprend le pays. Et ben après, c'est redevenir la France, faire du bon pinard, là, faire rouler des grosses meules de comté, là, refaire du roquefort, élever des porcs laineux, refaire de la grosse agriculture, mythifier le paysan, mythifier le militaire, réformer complètement notre armée pour en refaire la grande armée de la grande France, quoi, voilà. On enlève les camouflages Centre-Europe, on remet le camouflage léopard de la grande épopée de l'Indoche et de l'Algérie. On se décomplexe. Pinard, fromage, venaison, des statues. Moi, je veux des statues partout, je veux voir des Vercingétorix, je veux voir des Jérôme Le Banner, je veux voir des gros trucs français qui bouchent le soleil. Donc ça serait un truc génial, ça serait de forcer les communes, à mettre sur chaque place de chaque village de France un personnage illustre du coin, quoi. Mais même s'il n'est pas forcément connu, tel soldat qui a fait tel sacrifice pendant la guerre, tel chevalier, tel mec de la grande armée de Napoléon, tel Gaulois, tel chef celte, tel chef germanique, voilà. Rappeler aux gens qu'il y a une histoire de France, qu'elle est là et qu'en fait il suffit d'une étincelle pour la refaire émerger, quoi. Donc ça passerait aussi par des choses comme ça, quoi. Et merci beaucoup pour cette entrevue, vraiment c'était très agréable. Merci beaucoup, Papacito.